Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Salut Elise. Salut, ça va? Bah, ça va et toi? Bah à fond. La première fois qu'on t'a vu sur la chaîne, c'était dans mon vlog Inktober, Oh my god. où j'allais voir Shania Twain en concert, je crois. Et t'étais venu à la maison, tu te rappelles, pour faire le Ah bah oui. Inktober. Et tu nous avais tous mis la misère parce que tu avais fait un Inktober de ouf. Mais en fait, j'en revenais pas, et j'en reviens toujours pas d'ailleurs, du niveau du Inktober que tu as sorti. Merci. Il faudrait un mois entier pour faire chaque dessin que tu as fait. Tu as choisi le thème de la Révolution française, qui était un petit sujet, quoi. C'était pas grand-chose, quoi. Et c'était juste fou, quoi. Et juste, je voulais commencer là-dessus parce que moi, ça m'avait Ok. marqué. Je voulais savoir comment ça t'était venu, ce truc, comment tu t'étais lancé là-dedans. Enfin, c'était dingue, quoi. C'est à cause de toi en fait. C'est déjà t'as fait qui veut faire un Inktober? J'avais fait de ma vie. J'étais assez récente dans le studio Illumination, donc je m'étais dit putain, j'ai trop envie d'être avec les copains, vas-y, on se lance. J'en avais jamais fait. Je me rendais pas compte que j'ai pas fait premier l'exercice. Inktober? C'était mon premier Inktober. Ah Je ouais. l'avais jamais fait. Et moi, j'avais pas compris l'exercice. Le but, c'est juste de dessiner. Moi, j'étais partie en freestyle, illustration. Alors, ne faites pas ça. Ouais. Ne faites Ouais, pas. t'as pas fait des dessins, t'as fait des vraies illustrations. Oui, mais j'étais un peu hors sujet, quoi. Mais là où je suis partie sur la Révolution française, c'est parce qu'en fait, tu nous avais dit un type de... Comme c'est dur de créer, c'est bien de se mettre des sortes de... Je vais dire l'imitation, c'est pas l'imitation, mais genre... j'ai oublié comment tu l'avais formulé. Tu l'avais formulé de façon très bien, mais en gros, Une contrainte supplémentaire. Voilà, une contrainte supplémentaire. Comme ça aide à créer. Et comme j'étais partie, je venais d'arriver à Paris et j'étais dans mon délire de la Révolution française, parfois je fais pendant des boucles historiques comme ça. Et du coup, forcément, un pote me fait, il devrait le faire là-dessus, puisque je cherchais un thème en fait général. Et je fais, oh! Et du coup, je suis allée à la. Je suis partie trop loin. Je suis allée à la conciergerie avec toutes les dates clés. Je les ai juste notées et je me suis dit, mais ça rentre pile poil dans la chronologie des mots, genre du Inktober. Je fais, mais c'est parfait! Et du coup, C'est génial quand ça arrive, ça. mais ouais, et ça arrive pas souvent. Parfois, t'as des petits eureka comme ça. Allez, let's go. Et comme on était à fond avec mon pote, du coup, on était rigoureux parce qu'on était en binôme. Tu vois, allez, on le fait. Et en fait, quand tu commences un sujet comme ça, t'es trop content parce que tu es dans ta mise en scène. T'es ça marche bien, ça fait l'introduction. C'était vraiment comme un film, tu vois. Genre, tu prends les persos, machin. Au début de la Révolution française, il y a genre de techno, tu vois. Sauf qu'à la fin, ça part en crowd, en full. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais. C'est la révolution, quoi. Elle se fait pas tout seul, ouais. Et du coup, voilà, mon Inktober, c'était un Lifetober, comme plein de gens s'amusaient à le dire. J'ai failli pas le finir, parce que j'ai fait un mois, 15 dessins, donc un rythme de dessin par jour, quoi. Ça s'en fait une moyenne. Et à la fin, c'était la vie continue. Comme il n'y a plus l'Inktober, il n'y a plus de cadre, je faisais un peu quand je voulais, et je restais parfois, mais j'étais dans un délire, parce qu'en plus, j'avais même pas un endroit chez moi où je pouvais vraiment peindre. Tu vois, j'étais mode, Inch'Allah, pas trop de maison, top, quoi. Du coup, je faisais ça à Illum, et je faisais tous les soirs de 8h jusqu'à 1h du mat. Je suis devenue pote avec tous les gardiens. Ouais. Et du coup, ça a duré, mais genre un an après. Et c'est grâce au Covid où j'ai pu finir le projet, parce qu'en fait, sinon c'était pas possible. C'était 2019. Donc en fait, tu as fait les 15 premiers dessins pendant le mois du Inktober et les 15 autres dessins dans le reste de l'année. Voilà, même pas, j'ai fait genre un an après, genre, je sais plus, le mois 10. Et après, j'ai remis un an pour faire 3. Parce qu'en fait, plus ça va, plus tu décroches, plus de moins tu as envie de t'y mettre aussi. Donc, voilà, en gros. Mais tu étais allé tellement loin que tu pouvais pas arrêter le truc. Il fallait forcément le finir, quoi. C'est ça. Et en plus, j'ai failli perdre mon sac une fois où il y avait mon Inktober dedans. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin bref, c'est d'autres histoires inside dedans. Mais ça montre ta ténacité ou quand même. J'arrive pas à abandonner. Ouais, mais t'es persévérante, quoi. Je sais pas si c'est persévérant ou si c'est pas lâcher le truc. Obstiné, genre obsession. Enfin, genre, il y a des limites qui sont difficiles, c'est flou. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'étais hyper impressionné, non seulement par l'ampleur de ce que tu as entrepris, c'était une révolution, et la qualité des dessins en eux-mêmes, quoi. Merci. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, en 3D, tous les animateurs savent pas forcément dessiner, mais toi, tu es vraiment une animatrice, dessinatrice, quoi.
Et du coup, ça devient d'où le dessin en fait? Ça devient de tout petite ou c'est venu plus tard? Alors, fun fact, quand j'étais petite, je ne savais pas parler. Mes parents pensaient que j'étais probablement handicapée, un peu vénère. Ils ont un peu flippé. La seule personne qui me comprenait, c'était ma grande sœur. On parle, j'ai 3 ans, hein. Du coup, elle, c'était ma traductrice. Et mes parents ont dit non, c'est pas possible. Et les profs voulaient me placer en institut. Enfin, ils poussaient. Et ma maman, à un instinct de maman, elle m'a mis des crayons dans les mains. Et d'un coup, elle a compris qu'on pouvait communiquer avec ça. Et après, je suis partie en obsession pour Mickey. Et ça m'a ouvert. Et j'ai un dessin là que je garde parce qu'il me fait mourir de rire. Évidemment. Pour Mickey Mouse? Ouais, genre, voilà, c'était mes obsessions de l'âge d'avoir 3 ans et demi, 4 ans, tu vois. Trop bien. Et mes parents, ils ont tout gardé parce que ça les faisait rire, à la fin, ça les faisait flipper, en fait. Et du coup, bah voilà, j'ai tout ça de dessins de Mickey. Et tu vois ma progression de dessin, et ça c'est vrai que ça n'a pas de prix. C'est vraiment mignon et marrant de voir ça, quoi. Tu vois ta progression de dessin sur un même personnage, quoi. Ouais, parce qu'au début, ça ressemble vraiment pas à Mickey. Mes parents savaient que c'était Mickey parce que je le lisais, mais c'était juste des ronds et des traits. Enfin, voilà. Ouais. C'est un enfant, quoi. Sauf qu'on voyait que c'était obsessionnel. C'est que tu avais le même perso qui était partout et tu retournes la fait, c'est encore le même personnage. Et alors que souvent, les enfants, il faut papa, maman, un soleil, une maison, c'est fini, quoi. Et quand j'étais apparemment petite et que j'étais, tu sais, les garderies, j'ai vidé tous les stocks de dessins. Parce que j'étais tout le temps Mickey. Après, quand je grandis, tu sens la perspective qui arrive, tu sens le personnage qui se met à parler, tu vois d'autres personnages qui arrivent et t'es là. Ah, j'ai l'impression que je parle pas de moi, j'ai envie de regarder des dessins d'enfants, je me rappelle absolument pas de tout ça, hein. Donc, ouais, c'est. Voilà d'où vient le dessin. Mais tu crois que ça vient d'où cette obsession pour ce personnage en particulier? Franchement, je sais pas, je pense juste que quand j'étais petite, j'étais nourrie et bercée par les Disney comme plein d'enfants. Et j'avais pas le droit de regarder aucun autre. Pas le droit, mais par exemple, mes parents ne voulaient pas que je regarde la télévision. Donc, tout ce qui est Cartoon Network, tout ce qui est Gulli, tout ça, c'est pas du tout mon univers. J'ai grandi qu'avec des cassettes. Pour dire à quel point j'étais hardcore dans les cassettes. Je regardais même des dessins animés de Disney quand c'était sorti de 1940. Mais moi, je savais pas quand j'étais petite. Okay. Je les ai redécouverts plus tard. Attends, mais ce dessin animé, mais il est vieux comme le monde. Et je pense que ça vient de là, mon obsession Disney, c'est que j'ai plus regardé les courts-métrages que les longs-métrages, en fait. Et moi, ce que je trouve, par rapport à ce que tu dis sur donc ton retard de langage, et qui est arrivé à quand, du coup? Oh mon Dieu, à 6 ans, j'ai dû voir un orthophoniste et en fait, on a juste découvert qu'en fait... Déjà, en fait, il y a d'autres choses, c'est que je voyais rien. Ils savaient pas, mes parents, que je voyais rien. Donc, en fait, j'étais enfermée dans une bulle, en fait, qui fait que quand j'ai eu mes yeux qui sont arrivés, j'ai eu une chirurgie, pouf, je me suis ouvert au monde et ensuite, j'ai eu l'orthophoniste et maintenant, je suis une mobilité bavarde. Mais du coup, les cartoons, tu les voyais? Enfin, c'est après ton opération que tu as pu les voir, quoi. Alors, je voyais déjà avant, mais quand je dis je voyais rien, c'est que je voyais pas en perspective. C'est un détail qui est assez rigolo, c'est quand je voyais pas en perspective, je me tapais des murs. En fait, mes yeux n'arrivaient pas à accommoder. Ah, et ouais, du coup, je voyais pas en 2D, je voyais en 2D. Du coup, j'étais super maladroite. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des reliquats, j'ai du mal spatialement, mais voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'un jour, je vais step up en dessin, parce que j'ai eu mon opération de mes yeux, et mes parents ont vu, mais quoi? Mais du coup, j'ai découvert la perspective, ce que c'était à 6 ans. Et du coup, je pense qu'en tant que petite fille, j'ai découvert un super pouvoir. Wow, et du coup, j'ai littéralement dessiné ce que je voyais, en fait. Et mes parents, qu'est-ce que c'est que ça? Ils voyaient il y avait une sorte d'exhibition de tous les enfants. On avait tous fait le même sujet, c'est faire des maisons. Et j'étais le seul dessin en perspective. Et là, j'ai 6 ans, 7 ans. Enfin, c'est là où ils prennent. Mais c'est quoi c'est Aujourd'hui, du coup, tu dis parfois tu as quelques problèmes pour la 3D, peut-être alors? C'est ça qui est marrant, c'est que en 3D, je pense que j'arrive à bien gérer la 3D. Genre, quand je dessine, je le vois vraiment en 3D, j'arrive à tourner autour, donc je pense que ça va. Quand je dis j'ai des problèmes, c'est que je suis très maladroite. Des gens qui me connaissent me diront, oh mon Dieu, mais Elise, elle a un problème d'attention vénère, et parfois il y a une voiture qui arrive et je suis pas très loin, quoi. Ouais. Oui. Bon, ça va, je suis en vie, tout va bien. Bon, en tout cas, ce que ça m'évoquait, en fait, quand tu me parlais de ton obsession pour Mickey et du fait que c'était les premiers cartoons, bah, c'était aussi que c'était un personnage qui était très visuel, quoi. Ouais, Et c'est ça. inspiré de Charlie Chaplin, donc tous ces personnages qui étaient muets. De toute façon, Mickey, Oui. il parlait pas, quoi. Et donc, il y a peut-être quelque chose, à mon avis, de l'ordre de la communication visuelle qui t'a tout de suite marqué, quoi. Ah ouais. Quoi. Maintenant qu'on est tous animateurs et qu'on connaît les dessous, comment ils arrivent à avoir de telles forces, ces cartoons, c'est le peeling, la force, la ligne d'action, comment communiquer une idée de la plus simple, comme une caricature, c'est aller à l'essentiel en grossissant en traits, et c'est de leur favori, en fait. Ouais. Et forcément, ça marche sur les enfants, en fait, parce que quand tu regardes un livre d'illustration pour enfants, d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque,
c'est que plus ça va, plus les illustrations pour livres d'enfants aujourd'hui sont de plus en plus simplifiées, contrairement à autrefois les vieux livres pour enfants, où c'était très fouillis, très chargé, et c'était pour les adultes en fait. Ouais. Oui, oui, c'est ça, les fables de La Fontaine, c'était des tableaux, quoi. Ah ouais. Donc, tu as commencé à dessiner les Mickey, mais tu faisais autre chose à côté. Enfin, tu as eu. Ouais, ouais. En fait, mes parents se sont. En fait, je suis dyslexique. C'était ça le vrai problème de base. Et du coup, on a découvert que les trois sœurs. Enfin, on est trois sœurs. Les trois, on est dyslexiques. On a découvert plus tard que le père est dyslexique. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui, en fait, tu comprends, qui est familial. Et du coup, pour overcome, comment on dit ça, réussir à dépasser cet handicap en société, pour que ça devienne une force, en fait, c'est comment on peut faire. Et du coup, ma maman, elle a eu ce déclic, ce génie de dire, on va faire que des trucs artistiques. Comme ça, on va voir, il y a bien un truc qui va marcher, ou même gymnastique, ou sport, ou musique. Enfin, elle a cherché plein d'activités pour voir là où on pourrait évoluer, toutes les trois. Et du coup, moi, c'était trop bien de se dire qu'à 6 ans, j'avais déjà des sortes de mentors qui m'introduisaient à des choses. Du style, j'ai fait de l'argile, j'avais 6 ans. Ouais. Un truc tu penses pas, mais de la pâte à modeler, de l'argile, de la peinture à huile déjà. Je faisais des trucs pas fascinants du tout, hein, mais il y avait déjà ce côté, il n'y a pas de limite. Ouais. Ça, il n'y a pas besoin de beaucoup pour ça. Hein. Je pense qu'il y a des enfants. En plus, mon papa est un énorme bricoleur. C'est dyslexie à Dieu. Il a construit 3 avions dans son garage. Donc bon, il n'y a déjà pas de limite, je pense, chez mes parents. Plus ma mère adorait les livres pour enfants, les illustrations, elle en avait partout en décoration. Plus ma mère, un peu pareil, elle faisait de la pâte à sel, des trucs. Je pense ça n'existait pas le mot limite chez nous. Genre, ils adoraient, je regardais toutes les boîtes de carton à la maison, par exemple, on les stockait dans un meuble. Et dès qu'on avait envie, on l'ouvrait et puis on jouait avec des ciseaux, du scotch et on bricolait et on créait des univers avec mes sœurs. On a créé des villages entiers en carton avec nos poupettes, enfin bref. C'était trop bien. Et comme nos parents savaient qu'on avait un problème de communication, pas qu'ils nous forçaient, mais ils nous demandaient toujours qu'est-ce que tu as fait à l'école, raconte-moi, explique-moi, pour nous obliger à avoir un sujet, un verbe et on avance vers une histoire. Je pense que ça a tout débloqué. Quand tu dis qu'ils te demandaient de raconter par exemple ta journée, c'était de l'exprimer avec du papier, du carton ou c'était oralement, tu dis? C'était tout ensemble, c'était oralement. Et si par exemple je faisais une maison en carton par exemple, c'était pas c'est bien ma chérie, c'était raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait. Alors là c'est la porte, on ouvre et du coup le père, c'était s'obliger à communiquer en fait. Il y a toujours une histoire derrière ce que tu faisais en fait. C'est ça, et c'est comme ça qu'aujourd'hui par exemple moi je me retrouve dans le cinéma, ma petite sœur se retrouve avec directrice artistique en publicité. Ma grande sœur, elle a eu 1000 vies. Enfin, on est des gens qui on continue à compter des choses en fait, avec des médiums différents. C'est fou, hein. C'est trop beau, belle histoire. Et donc le dessin, il s'est greffé à tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu as passé la vitesse supérieure, où tu te dis là, il faut que j'apprenne vraiment à dessiner la perspective, la gesture, l'anatomie, tout ça? Je pense que ça a des steps différents de sa vie. Mais oui, il y a eu ce moment où c'est qu'il n'y a pas de choix. La différence, je pense, avec d'autres gens, par exemple avec mon parcours que j'ai beaucoup suivi, c'est que je dessine pas du tout et un jour je me mets à dessiner et paf, c'est que j'ai toujours dessiné, donc j'avais une sorte de progression qui était quand même assez constante et comme j'ai jamais eu peur de la limite, j'ai toujours évolué de façon assez linéaire, je pense. Et il y a des moments, par contre, tu as des plafonds et comme et c'est le moment qui faut pas se dire je suis nul, j'y arriverai jamais ou abandonner, c'est le moment où tu dis qu'est-ce qu'il y a le problème, oui, il faut plancher. Mais c'était tellement naturel chez moi parce que j'avais envie de savoir. Ça n'a jamais été j'ai un goal, je dois aller dans une école, je vais bourriner. C'était plus mais attends, mais là c'est génial ce trick de perspective, mais c'est trop génial. Et du coup tu commences à fouiller, tu es là mais c'est trop bien parce que maintenant je peux faire ça. Et du coup là tu te fais des bandes dessinées. Mais du coup c'est plus ça. Enfin voilà. C'était plus de cette façon-là où j'ai découvert des livres d'anatomie comme ça. Parce que, en fait, je me rendais compte que ça allait pas en anatomie quand je me suis arrivée en MANA, donc c'est une préparation artistique, qui n'était pas fait du tout pour le cinéma derrière. C'était plus pour leur design graphique ou l'espace d'intérieur. Enfin, rien à voir avec ce qu'on faisait. Donc moi, je pensais, ça va, chez nous, tranquille. J'arrive en 3D, je rencontre d'autres artistes, dont un certain Martin Portet, qui lui avait fait plutôt à Nantes, comment ça s'appelait, Pivot. Et lui, il avait un goal. Lui, il voulait aller, tu vois, au Gobelin. Il est plus malin que moi. Il allait au Gobelin, il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Ils lui ont dit, va à Pivot. C'est ce qu'il a fait.
Chose que moi, tu vois, j'ai pas je sais pas, cette intelligence de demander de l'aide aux gens. Je fais juste, comment faire ça? Enfin, bref. Et quand j'ai vu son niveau d'anatomie, c'est là que j'ai eu un eureka de, mais qu'est-ce qu'on a appris en un an? On n'a rien appris en fait. Enfin, c'est ça que je voulais faire. Et là, je me suis bûchée toute seule parce que je me suis dit, bah, c'est trop tard, je vais pas changer d'école. J'ai pas le choix. Enfin, tant pis, c'est parti. Et du coup, je me suis bûchée tous les lundis matins parce qu'on avait un trou. Vas-y, je fais de l'anatomie avec des livres, machin. T'as Voilà. l'impression que l'école, elle t'apprenait pas assez ce qu'il fallait, quoi. C'est ça. Bah, l'école m'a appris d'autres choses, genre être rigoureux. C'est des choses qu'on sous-estime. Parce que tu peux dire, ouais, l'école m'a pas appris ce truc très technique. Mais peut-être que l'école, t'as 18 ans, t'as 20 ans, t'es peut-être pas en phase neurologique de savoir qu'il faut être organisé. L'école t'apprend d'autres choses. Mais j'avais pas, voilà, anatomiquement, j'avais rien, quoi. C'était juste du feeling. Et comme je trichais parce qu'on avait l'impression que je comprenais, bah, c'était bon. On se pose pas de questions en tant que professeur. Mais en fait, dans la réalité, non, je m'imitais un truc d'extérieur, mais je comprenais rien. Et du coup, toute seule, encore une fois, toute seule, je me suis bûchée, let's go, quoi. Et ça a été comme ça toute ma vie, en fait, où tu planches, mais ça venait tout seul, quoi. Trop bien. Donc, t'as jamais eu à préparer un concours de façon intense. T'as eu ta Non. progression constante. Voilà. Et il y a un moment où parce que t'es rentré du coup c'est quoi, c'est l'ESMA? Ouais, c'est l'ESMA. Donc, il y a eu une sorte quand même d'entretien. Je dis une sorte parce que maintenant que je suis à l'industrie et que je connais plein d'autres destins de plein de gens, en fait, c'était facile. Ils voulaient juste plein de gens, parce que c'est normal. Et en plus, moi, je suis arrivée dans l'ESMA Nantes qui venait d'ouvrir. Ils avaient besoin de beaucoup d'étudiants, en fait, pour remplir l'école, ce qui est normal. Donc déjà, c'était en plus un peu plus facile de rentrer, quoi. Mais c'est quand même important d'avoir ce genre d'entretien parce que ça set ton cerveau, en fait, dans une phase. Et j'ai dû faire un book quand même. Mais mon book, j'ai pas planché sans book. J'ai pris tout ce que j'avais et je l'ai mis dedans, en fait. Parce que c'est pas comme plein d'autres gens, comme d'autres destins, quoi. Bref. Mais du coup, ça prépare quand même psychologiquement parce que moi, j'étais là avec j'étais persuadée d'être. Ça va, je suis bien, quoi. Et là, on me dit, bah, c'est super, mais tu passes pas en 3D1, tu passes en mana. Oh, j'étais un peu. Mais en même temps, heureusement, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que tu te remets en question, tu dis, allez, je vais plancher, parce que c'est pas bon. Et Dieu merci, en plus, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans une promo tellement incroyable que je suis contente d'être arrivée dans cette promo-là. C'est pas le cas de tout le monde. Je remercie le ciel, moi, ça s'est bien passé. Mais moi, j'ai adoré. Voilà. Et après, du coup, est-ce que tu te voyais déjà animatrice ou tu te voyais autre chose? Ah, c'est ça qui est drôle. Je me voyais déjà animatrice. Je ne sais pas pourquoi. Je sais vraiment plus pourquoi. Mais c'était l'animation. Mais par contre, quand je suis arrivée où il fallait être enfin en face de l'ordi, enfin c'est l'anime, c'est le truc dont j'ai rêvé depuis toujours. Je suis toujours sorti de l'esprit de je suis nul en maths, je m'en fous, je vais faire de l'anime, tu vois. Le moment où t'es en face et tu dois faire de l'anime, est-ce que je suis douée? Est-ce que je suis fait pour? C'est pas ton cerveau qui part en vrille. Parce que c'est un truc que pour le coup, j'avais vraiment jamais travaillé. J'avais travaillé tout à côté, mais pas ça, tu vois. Et là, j'ai commencé à rentrer dans des grosses crises existentielles de mais est-ce que je suis fait pour, nanana. Et en fait, c'est parti au fur et à mesure parce que oui, j'aime ça. Et puis, c'est la seule question qu'il faut se demander, c'est parce que t'es bon ou pas, c'est est-ce que t'aimes? Oui, voilà. Hein. Tu reviens à la source de quand j'étais petite, je disais pas animatrice. Je disais, mes parents, c'est comment on fait des films. Et mes parents, ils disaient, c'est pas. Et ensuite, c'était comment on rend connu ce personnage. Et mes parents, mais ah oui. Diablerie, tu voudrais rendre connu ce personnage. Comment il a fait Disney? J'avais déjà Disney parce que Mickey, comment il est devenu connu, Mickey? Ah là, mon père désemparé, le pauvre. Bah, il a créé un studio et tout. Ah bah, je ferai un studio alors. Bon, bah, pour quel personnage? Bon, minute, et puis là, je suis parti en vrai, je parlais de mes histoires, mes personnages. Ah ouais, c'est bien, ma chérie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai bien compris, en fait, ce que je voulais faire, c'est juste faire des films, en fait. Et mon rêve, c'est vraiment de faire des films, et au-delà d'être juste animatrice. Ton rêve, ça a toujours été d'aller à Disney. Bah, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai pas rêvé d'aller à Disney. Mais je voulais faire comme Monsieur Disney. Tu vois, c'est un peu bizarre quand je suis. Ouais, c'est peut-être ça le roi. C'est pour ça que quand je suis arrivée à Disney, pour de vrai, mais je m'étais dit, c'est marrant, il y avait tout. Parce que quand je disais ça, tu te rends compte, je suis prise. Et les gens font, ouais, bon, oui. Comment ça, oui? Bah, c'était évident, hein, t'en parles depuis toujours, évidemment que tu allais y aller. Alors qu'en vrai, je te jure que quand je suis arrivée à Illum, j'avais fait une croix sur ce studio, parce que je me suis dit, jamais je veux dealer avec l'immigration. Ah ouais? Ah, je me suis dit, ouais, non, c'est tout. Je suis pas une raillarde là-dessus dans ma vie. Tu vois. Moi, c'est vraiment raconter des histoires et si je peux faire mon film, ah oui! Ouais. Mais là, j'ai pu aller à Disney parce que Disney est délocalisé au Canada. Et du coup, pour aller immigrer au Canada, c'est beaucoup plus abordable que migrer aux États-Unis, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, allez,
je vais reconsidérer cette offre. Mais voilà, c'est pas été comme certains où j'y serai, quoi. Mais alors, du coup, avant, t'es passé par Illumination. Oui. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Et comment ça a été cette expérience C'était pas ta première expérience professionnelle dans 3D? Si. Ah ouais? Enfin, Mais ça ouais, dépend si tu comptes le stage avant. Ah oui, les stages, ouais. Ouais. T'as été embauché sur quel film? Sur Grinch, Et alors, comment ça a été Illum pour toi? bah, personnellement, moi j'ai adoré. Je peux comprendre que pour plein de gens, c'est pas leur expérience. Mais la bénédiction que j'ai eue, je pense, c'est que je suis arrivée en crowd, ce qui peut paraître paradoxal parce que la crowd, on sait tous que c'est vraiment pas facile. Mais le fait d'être arrivé avec des gens qui ont le même âge que moi, fait qu'il y a eu la magie qui s'est opérée. L'équipe était tellement incroyable qu'on a tous grandi en même temps. On est tous devenus comme Sensei, tu vois. C'était notre petit cercle à nous, du même âge, au même moment dans notre vie. Du coup, je suis pas sentie esselée comme plein de gens qui arrivent dans des gros studios qui sont. Mon ami François Colaiva élu, lui, il était arrivé en main tout de suite, donc trop incroyable, quoi. Il s'est retrouvé un petit peu. Là, je suis un peu livrée à moi-même. J'ai pas de gens de mon âge autour de moi. Il y a que des gens qui sont d'autres moments dans leur vie, donc lui, il a pas la même expérience, par exemple. Et t'as l'impression d'avoir bien appris quand même par rapport. Alors, entre autres, j'ai pas appris, mais c'est bon. Mais j'ai appris d'autres choses, par exemple, ce qu'on sous-estime, mais c'est à savoir travailler en équipe, travailler dans un pipe, travailler. Et puis plus, j'avais travaillé toute ma vie. J'ai pas été une étudiante très fêtarde et tout ça. Donc là, c'était mon moment où je lâchais un peu la soupape et c'est le moment où je pouvais aussi commencer à vivre, en fait. Ça, c'était important aussi. Faut pas sous-estimer aussi. Sinon, tu pètes un câble plus tard, en fait. Et donc voilà, j'ai fait 6 mois de prod, mais il y a encore un moment où tu te dis, bon, faut pas rester forcément enfermé dans un métier aussi spécifique, en fait, si c'est pas ton rêve absolu, tu vois. Ouais. Encore une fois, il y a des gens, ils font toute leur carrière en prod et ils sont très heureux, mais en tout cas, moi, c'était pas pour moi. Mais là où j'ai une bénédiction, c'est Minions 2 était en retard dans leur production. Du coup, ils nous ont mis un peu dispatché en studio et je suis arrivée au market. Et j'ai tout fait des pieds et des mains. Regardez-moi, parce qu'au marketing, je sais pas, j'ai redécouvert ce que c'était d'animer des scènes où t'as que 3 personnages et pas 50. Ça rame pas, mais c'est fou, j'avais oublié que j'avais animé. Et du coup, j'ai tout fait pour rester au marketing. Et au marketing, c'était le moment pivot dans ma vie, je pense, en anime, dans ma vie d'animatrice, parce que là, j'ai tout rappris à zéro, en fait. Parce que j'ai eu de la chance d'être arrivé à un moment où les dire anime, passer du temps à te expliquer des choses en rand. Ah non, rand, c'est les réunions, on a tous notre travail. Et c'était une sorte d'anime school où j'étais payée, quoi. C'était cool. Cool. Et après, je suis passée en main, mais pareil, quand tu disais ce que j'ai dû préparer des choses, c'était une sorte d'examen test, en fait, parce que j'ai jamais été pris par le grappin magique, comme plein de gens attendent à Illum, genre, ça y est, peut-être que le mec va venir me chercher. Faut pas rester là-dessus, il faut être actif de sa vie. Moi, ce que je fais, c'est plutôt... Bon, allez, est-ce que je suis prête? Ok, mes autres potes, quand je vous parlais de Sensei, qui étaient en crowd, machin truc, eux ont pu passer, parce qu'eux ont une autre vie, d'autres façons de faire. Et je me suis dit, attends, ils sont tous passés. Allez, on s'y met. Et là, je suis allée prendre mon petit courage de main, j'ai fait ma petite démo. Puis je suis allée voir notre cher Patrick Delage, celui qui m'avait fait rentrer à Illum la première fois. Et... Coucou, tiens, tu passes la porte, je tremblais comme ça, machin. Je croise les copains, genre Anthony Luz, qui me fait, mais t'inquiète, tu vas gérer. Ah, évidemment, mais si on s'appelait tous Anthony Luz, évidemment qu'on va gérer, mais on n'est pas tous aussi talentueux que ce monstre. En bref, et du coup, j'arrive, je tremble et tout, je le montre à Patrick, mes petites démos et tout, qui regarde et tout. C'est bien. Bah, c'est bien, c'est cool, mais c'est dommage que tu m'as pas montré ça il y a une semaine, parce que bah, là, on ne bosse plus. Ouais. J'ai juste explosé derrière, mais c'est pas possible. Moi, ma vie, t'es un calembour. Bah, tant pis. Et finalement, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, finalement, ils m'ont pris quand même. Et j'ai comme ça que j'ai commencé mon mail. Donc, là, il y a une... Je sais pas. Main, t'as bossé sur quel film, du coup? Alors, j'ai bossé sur la fin de Signe 2. Gros gap. Après, j'étais censée aller sur Migration, mais gros couac de production, du coup, je me suis retrouvée... Moi, je suis méchant 4. Super. Et ensuite, recouac de production, du coup, j'ai envoyé un petit mail quand ils disaient on va peut-être mettre des gens en pause. Moi, j'ai envoyé un petit mail. Coucou, bah, si vous voulez de moi sur Migration, moi, je suis toujours chaud. Hein. Et du coup, ils m'ont mis sur Migration, ce qui était prévu. Et du coup, j'ai pu bosser sur Migration. Et ensuite, après, voilà, je suis allée à Disney après. Ça t'a plu alors, Migration? T'as fait des plans qui t'ont... Je crois que c'est la production que j'avais le plus envie d'aller. Tu sais, il y a parfois des productions où tu vas dessus parce que c'est ton travail. Je sais pas, la première fois que j'ai vu
La première fois, le premier animatique, la première séquence, j'étais encore en market de migration, je sais pas, j'ai eu un appel de je m'en fous de Mario, parce que tout le monde parlait de Mario. Moi, je veux Oui. aller sur celui avec des canards, en fait. Et j'ai vu, il y avait plein de gens, ils étaient trop fous, ils étaient déjà en pré-production d'anime, ils faisaient les cycles de canards. Je sais pas, il y avait un appel de je dois être sur ce projet. Je sais pas pourquoi, ça vient du Saint-Esprit, je sais pas. Voilà. Et tout à fait dans les codes de production que j'ai pas pu y aller au tout début, parce que bah voilà, ça reste une entreprise, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Du coup, bah, j'avais un peu mis de côté ce projet, et quand au dernier moment on m'a dit non mais, enfin, les codes de production, j'ai fait, je veux vraiment venir, et j'ai tellement aimé aller sur ce projet parce que en fait, Benjamin Renner, quoi, c'est génie. Et grâce à d'autres potes, en fait, il y avait des histoires, il fallait réécrire des séquences, et du coup, vous voulez demander à des animateurs s'ils voulaient participer. J'ai tout fait pour rentrer dans cette petite réunion là, comme ça. Clac. Ouais. Et là, Benjamin Renner qui commence à dire bon bah voilà, il faut rajouter des gags et tout. Et c'est ça que j'ai le plus préféré, je crois, sur Migration. C'était le moment où c'est faire des films en fait. Ouais, Au-delà ouais. du animé, parce que c'est vraiment un métier dont tu as besoin pour créer un film, mais c'est un autre métier. Et là, mais je suis partie en freestyle et tout. J'étais en train de faire des mini-boards, des pitchs avec mon pote, lui qui était plutôt attends, j'ai une idée, mais j'ai la flemme de dessiner. Moi, j'étais attends, moi je te le mets en scène et tout. On était en binôme comme ça. Et même à un moment donné, Benjamin a fait non, non, mais arrêtez, c'est bien. Mais là, ah, ok, très bien. Et ce qui est trop bien, c'est qu'apparemment, un de nos pitchs, il avait plutôt. Il était bah, pourquoi pas. Il était prêt à le présenter à Chris Mélandry. Mais il m'a dit ça et moi j'étais oh parce que parfois on fait des choses mais on sait jamais ce que ça devient. En fait au dernier moment il a pas pu parce qu'en fait Chris Mélandry avait une nouvelle idée, du coup ça marchait plus du tout notre pitch donc il a même pas montré. Et ça, c'est un truc qui est très, enfin, en tout cas que moi que j'avais vu plus à Pixar, c'est Ouais. un truc très américain, quoi, de faire participer un peu tout le monde, que tout le monde donne. Ouais. À Disney c'est vachement comme ça aussi. Quand j'ai Et c'est partagé rare à Illumination, on est d'accord. C'était moins comme ça sur les autres prods. c'est moins comme ça, mais je pense qu'à Illum, il y a quand même ce côté où on te demande d'être créatif, quand même. Mais c'est pas la même manière. C'est vraiment, il y a la version, je sais pas si européen ou français, et t'as la version américaine, en fait. Où, par exemple, les moments de migration, on nous demandait d'écrire des petits pitchs comme ça. C'était parce que, moment de crise, et il faut trouver des idées. Du coup, on met des gens dans une réunion sur le côté, c'est pas prévu dans la prod, c'est sur ton temps libre. C'était pas c'était pas dans le pipe en gros, je sais pas comment dire. Ouais. Alors que quand tu es dans des studios comme Pixar ou j'ai pas travaillé à Pixar mais du coup je connais des gens là-bas mais par contre à Disney c'est comme ça qu'on nous demandait, c'était t'es en réunion, n'importe qui dans la réunion qui est même le chargé de prod qui est au fond peut donner son avis de mais attends mais moi je voyais comme ça cet acting il te limite et t'as les réels Ouais. et que quand t'es en round, c'est genre, c'est trop drôle, c'est le réal qui demande un truc, il demande à son coréal, et puis il demande et puis ça prend 1000 ans par contre. Par contre, Oui. c'est le côté un peu moins efficace à l'américaine. Et c'est le règne de la bonne idée, c'est-à-dire que la bonne Ouais. idée peut venir de n'importe où. Et Exactement. enfin, c'est elle qui domine, quoi. S'il y a une bonne idée qui sort, elle sera prise, quoi. Et par exemple, s'ils adoraient, c'était qu'un animateur arrive avec un. Alors, j'ai eu des idées de caméra et tout, de pitch. Si tu as des paquets où tu as plusieurs shots d'affilée, ce qui est le problème dilemme, c'est qu'on n'a pas souvent des paquets de shots ensemble, en fait. C'est pour ça que c'est moins permissif. Ouais. Alors que là, tu as souvent les 3-4 shots d'affilée. Et du coup, si tu arrives et que tu es un peu metteur en scène dans ta tête, tu fais un petit rough-board, ça, ils adorent. Mais il y a comme des mecs dans toute production, c'est que c'est long. Et Oui. que quand tu as des systèmes Disney où tu ne fonctionnes qu'en crunch. Bon, là, c'est compliqué, quoi. T'as plus la patience de non, mais demande pas au concierge au fond, là, il est 22h. Et tu sais que Walt Disney, en fait, il faisait ça. Ouais. En fait, là, il payait, en fait, les animateurs, enfin, tous les artistes studio, en fait, pouvaient venir avec des idées de gags. À l'époque où ils faisaient les petits cartoons, pas pour les longs Ah, c'est excellent. Okay. pour les cartoons. Et s'il trouvait, il y avait un cartoon dans la. Donc, il y avait une boîte. Et les gens pouvaient mettre des idées de gags comme ça. Et ils payaient si jamais ils l'utilisaient dans le cartoon, quoi. Je sais pas, c'est incroyable ça. Bah ouais. Mais c'était Ah. bon, c'était trop bien. Donc les gags pouvaient venir de partout comme ça. Je sais pas si c'est très démocratique le mot, mais en tout cas, c'est sûr que c'est beau de se dire que voilà, c'est pas les gens qui sont aux manettes qui vont C'est prendre ça. la décision finale. Enfin, ils vont prendre la décision finale. Mais en tout cas, il y a vraiment une concertation. Et moi, je l'avais vraiment senti à Pixar. Ouais. Quand on faisait les rounds à Illumination, c'était, t'avais les deux Diranim et le Real qui te donnaient les retakes. Voilà. C'est bon. À Pixar, c'est toute la salle, quoi. Toute Ouais. la salle qui lève les animateurs lèvent la main et disent ce qu'ils pensent et ce qui Ouais. pourrait être mieux. Ils font une proposition et jamais ils disent à l'animateur il faut que tu fasses ça. Ça reste le Diranim et le Real.
Mais par contre, tout le monde pouvait faire une proposition et si ça plaisait au réal ou au Diranim, il disait à l'animateur: «Très bonne idée, vas-y, teste ça» et Mais ça, moi, je me demande s'il n'y a pas un côté. Je disais, je sais pas si c'est européen ou français, parce que en fait, je pense que c'est toute leur culture qui est comme ça, tu vois. Que nous, notre culture, par exemple, vous vous rappelez les cours d'anglais, personne n'ose lever la main, parce que si tu lèves la main, c'est un accent pourri, on se fout de ta gueule, c'est un accent de haut, on dit on se fout de ta gueule. Enfin, il y a pas de. Je pense qu'en France, on a peur de prendre la parole parce que c'est mal vu. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Pourquoi peur il se du prend jugement pour des autres. qui, Ouais. Et du coup, si tu commences à face à un réel et que tu dis à Illum, par exemple, et que tu y mets une hypothèse, et t'es qui? Enfin, j'extrapole parce c'est des gens aimants. J'ai adoré Illum. Hein, je sais pas. Je pense juste que c'est culturel. C'est plus ça que je voulais dire. Et que du coup, culturellement, à Illum, par exemple, tu dis bah oui, c'est normal, c'est le chef. Bah je l'écoute quoi. Enfin, genre, c'était normal. Alors que quand je suis arrivée à Disney, c'était l'inverse. Ils comprenaient pas. Les gens qui étaient à Disney, c'est mais parlez là. Et parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je dis souvent Disney, mais moi j'étais Disney Vancouver. Du coup, en fait, 80% du studio, c'est des gens de Sony. Moi, j'étais à Sony numéro 2, en fait. D'accord. Sony bis. Et les gens de Sony, c'est des gens qui viennent de partout sur Terre. Franchement, c'est beaucoup plus vraiment international. Oui, il y a des Espagnols, Voilà. il y a beaucoup de gens de MacGuff qui sont allés à Sony. Ouais, bah ouais, c'est trop bien. Bah, c'est grâce à l'immigration canadienne, hein, quand même. Ouais. Et du coup, il y avait ce côté un peu systémique où c'était un peu pareil. C'est d'autres problèmes. Il y a plus ce côté, on peut virer les gens plus facilement là-bas. Donc, je pense qu'il y a le côté où on veut pas trop se mouiller non plus. Et enfin, c'est encore un autre système, tu vois. Du coup, quand on était à Disney avec j'étais quand même des gens qui venaient de Burbank, mais c'était souvent en Zoom. Ou même des gens de Burbank qui se sont venus, qui sont délocalisés, qui sont vécus à Vancouver pour créer ce studio. C'était les premiers à dire non, mais allez-y, les gens là. Qu'est-ce que ça va aller? N'ayez pas peur. Et il y avait les rues qui commençaient à lever la petite note. Et au fur et à mesure, ça a commencé à prendre, mais ça n'a jamais pris de la même ampleur que je pense que ce que tu as vécu à Pixar. C'était trop bien le fait qu'ils fassent tellement confiance à leurs équipes qu'on avait tous des questionnaires après chaque screening pour orienter les questions, mais ils voulaient vraiment savoir qu'est-ce que les équipes pensaient du film. Et je m'étais dit au début, ça doit être du pipeau encore, histoire de se rassurer. Et en fait, au fur et à mesure, on a vu le film se transformer avec les notes qu'on avait. C'est génial. Moi, je trouve ça trop bien. Du coup, à chaque screening, j'étais encore plus attentive. J'ai pour envie de donner un vrai avis constructif et tout. Et ça devait être un bazar pour eux, par contre, de tout trier les bonnes et mauvaises idées. Et ce qui fait qu'à la fin, quand le film est fini, même si t'as à peine animé les 2 minutes de film, tu sens que t'as un peu impacté à des moments improbables du film, en fait. Tu sais que t'as participé réellement à quelque chose de plus grand que toi. Et ça c'est fort. Ma petite aparté, c'est que maintenant que je suis à Netflix, je vois que ouais, ils sont en train de maintenir ça aussi. Et ça c'est cool aussi. Bon, le studio est trop neuf, donc je sais pas vers où ça va, on verra. Mais ils ont fait venir que des gens des major studios. Enfin, ils ont fait venir des gens de DreamWorks, des Pixar, des Disney. Et du coup, c'est que des gens qui ont ce genre de culture-là. Et du coup, c'est pour l'instant, ils essaient de le maintenir. Ça marche pas encore tout à fait parfaitement parce que on n'a pas encore les locaux pour, mais quand on aura les vrais locaux, oh là là, ça va être de la dynamite, ça va être trop trop bien. Et aussi parce que le studio est trop récent, donc il n'y a pas ce côté archive, il n'y a pas ce côté legacy de 100 ans. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Hein. Et toi, quand tu es arrivé à Disney, moi j'avais suivi un peu évidemment tes stories, enfin bon, on se sentait que c'était la joie ultime et je la comprends très bien. Mais du coup, voilà, ça a été comment pour toi d'arriver à Disney? Est-ce que ça a été une sorte de rêve qui se réalise, même si tu dis que ça n'avait pas été ton objectif forcément? Est-ce que je pense quand même que tu as réalisé le délire du truc quand même. Je pense que quand je suis arrivée, j'étais vraiment dans un délire de mec, qu'est-ce que c'est que ma vie? Ma vie n'a pas de sens. Enfin, genre, ok, c'est acquis, c'est là. Enfin. Déjà, ça a commencé dès l'entretien, c'était déjà n'importe quoi l'entretien. Faut savoir que quand j'ai appliqué, j'ai attendu 1000 ans avant qu'il y ait coucou, en fait, on est intéressé. Je dis, ah bon? Parce que moi, mon pote que vous avez embauché tout de suite, il est parti, quoi. Ok, très bien. et du coup, on fait l'entretien. L'entretien a été lunaire. Déjà, de base, on me pose des questions du style quand tu fais de l'animation, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'animation? Quand est-ce que tu as fait ton premier shot d'animation? T'es là, ok, tu commences à raconter tes délires de pâte à modeler quand tu étais petit. Et là, c'est Scott Clark qui venait de Pixar, lui. Il fait mais c'est intéressant ça. Puis il commence à se poser des vraies questions sur mais comment tu faisais du coup Tu veux vraiment savoir?
je mettais des fils de fer, tout. Mais c'est génial et tout. C'est le signe que ça se passe bien l'entretien. C'est vrai. Et après, c'était dans des délires où ils me demandaient, mais du coup, tu fais quoi d'autre à côté et tout. Ben, je dis, je fais des statues. Puis je monte ma statue. Ils étaient là, voilà, ça, c'était lunaire. Et 2 jours après, il m'a fait, en fait, du coup, t'es prise, en fait. Ah, cool. Bah, je commence quand? Ah, bah, par contre, tu es prise que si tu peux arriver dans 1 mois. Ouais. Ça te va? Ah, bah, j'ai pas trop le choix, donc oui. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de réaliser. C'est pour ça que je vous parle de cette anecdote, c'est que c'est allé trop vite. C'est que pour moi, j'étais au chômage, j'étais, voilà, bah, c'est fini, quoi, migration. Bon, bah, je sais pas trop fait dans ma vie. Voilà, écoute. Migration après aux États-Unis. Voilà, j'ai migré, voilà, c'est ça. Et je fais, moi, en plus, j'avais prévu ma vie autrement, quoi. Du coup, je devais aller à Annecy, je devais. Enfin, je dis ça parce que j'avais des délires, je devais pitcher un truc, enfin, voilà, je devais. J'avais des vacances, enfin, c'est des trucs anecdotiques, j'avais un mariage, enfin, c'est des trucs anecdotiques, mais j'avais des trucs, quoi. Même, j'avais commencé à bosser avec un pote sur un court-métrage, c'était son court-métrage, mais je voulais l'aider. Je me suis mis à une formation de storyboard encore. Et enfin, voilà, et là, on me dit, bah non, en fait, t'as ton rêve ultime, là, tu peux y aller. Cool. C'était directement sur Vaiana 2? C'est ça, c'était une série à l'époque. Ah oui, c'est ça. Et alors, comment ça s'est passé? Ah bah, vous l'imaginez, hein, c'est les productions, quoi, bordélique. Ah ouais, c'est bordélique. En fait, quand tu arrives, déjà, on te met dans un mood où tu es à Disney, et c'est ça qui est incroyable et que tu as du mal à connecter. C'est que c'était comme pendant 1 mois, c'était comme si tu étais en camping pour animateur, tu vois. Enfin, j'étais tous les manèges pour animateurs. C'était genre, voici les archives, vous pouvez tout fouiller. Et puis, tu as 1 mois où tu peux faire, où tu apprends le pipe, où tu apprends un petit peu. C'est pas comme une où tu as 2 jours, une journée, elle est. Let's go, quoi. Là, je suis arrivée dans un batch où on était 30 animateurs, je pense, d'un coup. Donc, il y avait ce côté, on était tous entre gamins en train de dire c'est trop bien. C'était la promo Disney, quoi. Ça fait ça. Et du coup, ça avait l'impression, mais même pas de les devoirs, quoi. C'était juste ouf. Et après, au bout d'un moment, on dit bon, bah, ça y est, on commence. T'as les shots, et là, trop bien. Et du coup, franchement, quand c'était une série, ça roulait bien. Puis à beau jour, on a commencé à comprendre que c'est marrant, il y a des pannes d'inventaire, c'est chelou quand même. Ben, c'est marrant, ça. Enfin, ça avance pas le projet à côté là. Le Burban, en fait, au fur et à mesure, parce que j'ai pas envie de glisser, parce que je parle trop parfois, mais enfin bref, ça a fait que du coup, au dernier moment, ils ont fait, bah en fait, ça va devenir un long métrage. Nous, on est heureux, oui. Mais du coup, faut tout réécrire. Ah. Attends, mais faut rendre ça quand déjà? Genre, on est au mois de novembre, c'était censé être fini au mois de mars. Voilà, et puis, vous connaissez, hein, qui dit réécriture dit panique à bord et pour tous les départements, même ceux qui sont à l'arrière. Alors je sais même pas comment ils faisaient pour tenir le stress, ces gens-là. Enfin, c'est délire. Ouais. J'ai jamais vu un crunch pareil. Ah ok. Voilà, je peux pas me dire trop parce que je suis trop bavarde. Mais ça a été le rush de ma vie, quoi. Genre quand tu finis à 22h, 23h, et tu reprends. Enfin... Ouais, donc en fait, la magie Disney, au final, elle s'est un peu évaporée dans l'intensité du travail ou pas? Ou t'étais quand même toujours En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on le sait, tu vois, on est préparé, c'est comme plein de gens qui disent « Oh, je savais pas que le milieu était si compliqué. » Ben, en fait, on sait tous que des métiers artistiques, c'est un peu un métier de polichinelle. Et j'ai été assez heureuse de me dire que j'ai vécu dans un moment assez stable de ma vie, assez temps, parce que c'est pas la tête pour la plupart des animateurs, ils sont toujours dans des trucs pas possibles. Et quand je suis allée à Disney, je savais à quoi je m'attendais. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu te dis, bon, ça reste un long métrage, c'est Moana. Bon, ça vaut la chandelle de faire un crunch pareil. Ce que je dis, la magie a un peu disparu, c'est que ça reste un travail. Ça reste des métiers où on te fout la pression. Ça reste des métiers où ton ego, on est des gens sensibles en plus. Ton ego, il faut qu'il soit blindé parce que c'est pas facile en fait. C'est des métiers vraiment qu'on sous-estime. C'est pas juste on rigole. C'est ce que sur les réseaux sociaux, on met juste on rigole parce que on va pas mettre genre, tu vas pas dire j'en chie parce que c'est pas l'intérêt. Oui, mais tu peux poser des problèmes. Et voilà, il y a ce facteur-là aussi. Mais bon, comme dans toute entreprise. Ouais, c'est pour ça que je veux pas jeter la pierre. Disney, ils sont horribles, ils ont tué mon rêve. Non, c'est une entreprise. Ils font tout pour maintenir la magie, franchement. Parce qu'ils savent qu'à côté, le métier est très... ils savent que le métier peut être cassant. Donc à côté, comme ils savent qu'on peut te broyer, ils mettent à fond ce côté magique à côté pour que psychologiquement ça aille, quoi. Il y a des métiers où c'est même pas brillant. Tu fais une publicité et juste on te broie. Et en plus, t'es même pas reconnu et on te crache dessus. Enfin, genre... Voilà, il y a pire comme situation. Il y a des gens, ils vivent des crunchs constamment et ils savent pas quel métier ils ont dans 3 semaines, quoi. Parce que c'est ça la réalité de la publicité. Ouais, bien sûr. Tu disais que tu postais des trucs sympas
sur les réseaux, mais du coup, j'ai vu récemment là, que tu postais les caricatures Ouais. des studios Disney. Ça, c'est une vieille tradition des studios, mais qui remonte justement à l'époque de Walt Disney, Oui, où les animateurs se caricaturent les uns les autres. Mais Illume, faites-le, je vous en supplie. Il y a tellement de bons Enfin, c'est génial. C'est génial ce concept. Et du coup, ça s'est organisé comment ça? C'est un truc qui est organisé ou vous dites bon, maintenant tout le monde fait les caricatures? Comme on disait toujours cette phrase, one studio, two locations. Donc voilà, on est un studio. Du coup, on fait toutes les traditions du vrai studio Burbank. Ils voulaient absolument que nous, on ait les mêmes. Et ça vient vraiment de ça. Après, des gens me diront non, c'est pas vrai, nous on l'a demandé, mais dans ces cas, je suis pas au courant. C'est possible. Et en tous les cas, par exemple, on avait les donuts. C'est un truc anecdotique, mais ils voulaient vraiment que ce soit le même studio. Et comme on avait un problème, c'est qu'à Vancouver, le studio était beaucoup trop petit. Du coup, les gens pouvaient pas tous venir au même moment. Parce que on forçait les gens à faire du télétravail à mi-temps parce qu'il n'y avait pas de place. Du coup, on a forcé à avoir 2 jours de donuts. Comme ça, les gens se font donuts. Les gens de Burbank ont fait c'est un peu de donuts. Enfin voilà, des histoires de studio marrantes. Dès qu'ils avaient des talks avec des gens impressionnants, hop, on avait aussi. Ils essayaient de faire en sorte que des gens puissent venir en vrai et pas que en Zoom. Voilà, le studio était designé pour que ce soit le plus proche possible de Burbank, même si c'est pas possible de faire un copier-coller. Et voilà. En fait, c'est drôle parce que ce Disney Vancouver, ça me rappelle Pixar Canada. Voilà. Tu Mais c'est le même directeur. Ah, d'accord. Parce que Pixar moi, à côté. quand j'étais à Pixar et que du coup, ils nous ont laissé partir après le Good Dinosaur, là, bah, ils ont fermé Pixar Canada à cause de ça. C'est-à-dire que je suis parti en même temps que tous les animateurs de Pixar Canada, quoi. Ils ont viré genre, je sais plus, 5-6% de tout l'effectif de Pixar, mais voilà, les Américains, les Canadiens, tous les derniers arrivés en fait. Et c'est vrai que Pixar Canada, ils étaient là un peu pour faire des séries, il n'y avait pas encore Disney+ à l'époque. Voilà, c'est pour ça en fait, il nous a expliqué le directeur. Comme ça. Je sais pas à quel point j'aurais de parler, mais bon. Non, voilà, il nous a expliqué le comment du pourquoi. Il savait qu'un jour ça allait forcément cracher parce que à cause de ce moyen économique en fait, de modèle économique pardon. Comme ça n'existait pas Disney+, c'était pas viable en fait. Il savait que s'il y avait un petit coup mou dans le vrai studio, il savait que eux ils allaient pas survivre. Ils ont tout récupéré ce que faisait Pixar Canada. Ouais. Et je voulais réinsister sur le côté magique de Disney. Parce que j'ai beaucoup parlé du fait qu'on travaille beaucoup et on prend cher. Et qu'il faut survivre au crunch. Mais ils ont une faculté Disney qui rend mon expérience inoubliable. Ils savent réellement créer le vrai Disney Magic. Ils n'arrêtent pas de dire ça, Disney Magic. C'est qu'en fait, ils arrivent à rendre cette chose un peu trop corporate parfois en quelque chose de sincèrement magique. On est dans une vraie légende, on est dans la continuité d'une légende. Et ça passait par exemple pour les caricatures dont tu parlais, une vieille tradition d'un studio de 100 ans, mais ça passait aussi par des choses toutes bêtes, mais de signer de son nom un A. Alors d'où vient ce A? Ce A, dans la première tradition, c'est que à un moment donné, ils ont dû changer les signes du logo Animation Studio devant à Los Angeles. Et du coup, les animateurs, ils ont récupéré le A, parce que animation A. Et du coup, Glinkin avait signé en premier, en gros. Et ensuite, tous les animateurs qui ont continué, ils signaient tous leur nom au bout d'un an. Une fois que tu as fait un an Disney, voilà, tu fais partie de la Disney Family. Et sauf que quand ils ont créé Disney Vancouver, il y avait un deuxième A. Et du coup, ils l'ont ramené, ils se sont fait suer à le faire venir de Los Angeles jusqu'à Vancouver pour le mettre dans notre local. Et on avait tous, au bout d'un an, la possibilité de le signer. C'est fabuleux. Et là où c'était encore plus beau, je trouvais, à Vancouver, c'est que là, c'était... comme le studio est petit, donc moins de gens, ils se sont dit, tiens, ça va être tous les gens du studio qui vont signer. Jusqu'à même la gardienne qui est à l'entrée de Disney. Parce qu'elle était tellement incroyable, tellement gentille, joyeuse. Je sais pas, elle donnait la pêche tous les matins, qu'elle faisait partie de l'équipe. Elle a contribué au fait que tout le monde se sentait bien et intégré. Juste pour une gardienne, c'était pas son job, elle pouvait juste faire suivant, elle s'en foutait, tu vois. Et ben non, du coup ils l'ont fait signer. Tout le monde a applaudi, c'était incroyable. Même les baristas. Déjà, il y a des baristas. Non, mais juste ça, c'est de la folie quand même. Il y avait 2 personnes, leur job, c'est de faire ton café. Mais du coup, aussi la Cosette.
Et du coup, il y avait une sorte de queue leu comme ça, où tout le monde pouvait demander je voudrais mon petit latte, je voudrais mon petit cappuccino, je voudrais mon petit truc. Enfin, c'est incroyable. Et ça obligeait tous les départements à se retrouver à un endroit, ce qui fait que les gens, dans la queue, pour le café, bah, ils se mettaient à parler entre eux, quoi. Il y a la cuisine aussi, où tu peux aussi discuter, mais parfois t'oses pas, tu peux vite, parfois, rester un peu coincé dans les mêmes équipes. Là, que du café, tout le monde est mélangé. Il y avait ce côté aussi, il y avait un grand loft où justement tout le monde est obligé de se retrouver là. Et c'est tellement agréable que tu peux juste dire je fais une pause canapé pour réfléchir un peu à ta vie, tu vois. Et hop, si quelqu'un d'autre d'un autre département est là, puis tu te mets à discuter, c'est trop bien, c'est fait pour. C'est pas là pour te critiquer que tu fais la pause café, quoi. Et il y avait quoi aussi dans les traditions les bagels, j'en ai un peu parlé. Du coup, bah, c'est pareil, t'es obligé de croiser le gars du lighting ou du TD ou du Real, c'est trop bien. À Los Angeles, ça m'avait encore plus marqué. C'était à quel point où tout était... Des gens qui te semblent tellement importants sont tellement accessibles. Jennifer Lee, elle est venue me parler, alors qu'elle m'a vu qu'en pixel pendant un an, quoi. Enfin, un an. Peu de fois en un an, mais quand même. Et là, je sais pas, c'est le côté américain aussi. Ils ont vraiment la tchatch très facile, même si c'est pas forcément très profond, mais les Français, on aime bien critiquer ça. Mais dans les faits, tout le monde est accessible. Il y avait Trent qui était de l'autre côté, il y avait les producteurs qui sont là, et je sais pas, je trouvais ça fou que tout le monde a le droit de parler, tout le monde peut s'arrêter et partager un bout de vie. Ce qui fait que tu fais partie réellement de quelque chose qui te dépasse sur le long terme. Je vais dire famille, mais ça peut paraître un peu toxique, parce que bah, après, quand tu vires les gens, c'est plus la famille, tu vois. mais je sais pas, il y avait un côté où j'étais bien d'aller au travail et j'avais l'impression de faire quelque chose qui était entretenu, qui dépasse. Juste, je fais mon taf. Je suis dans l'ordi, voilà, on me donne l'irritec, je recommence et je suis une grosse merde parce que j'arrive pas. Non, là, t'es avec des vrais amis et on va créer quelque chose de beau ensemble. Et pour toujours, le jour où tu vas voir ton petit nom écrit dans le générique, t'es ah, bah moi je connaissais telle personne ou telle personne ou telle personne. C'est trop bien. Il y avait quoi aussi? Ah oui, bah, par rapport au petit nom, le A là, cette tradition. Ce qui était fou, c'est que quand on signait notre nom, on avait l'impression que je sais pas moi, c'est le bac en fait. Enfin, genre le moment où tout le monde, après le bac, tout le monde est en Liège et ton bac fait une sorte de tradition, tu vois. Et ben là, c'était pareil, au bout d'un an, t'as réussi à faire un an, bravo, you made it. Et là, on te fait signer ton petit nom, comme ça, là, sur une grosse lettre. Ton petit nom qui vient de l'autre bout de la planète. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Genre, quand je sais que je viens du pays des vaches, me dire qu'il y a mon nom qui est là, petit carré, je trouve ça fou. Et en même temps, la symbolique est belle, parce que c'est juste un petit nom parmi un tas de noms. C'est la métaphore d'un film, en fait. C'est qu'on a tous une toute miniature, petite contribution au film, et on a fait un truc qui va nous dépasser et qui va durer dans le temps. Aujourd'hui, on continue à regarder Blanche-Neige. Bon, il y a des reboots, un peu, qu'on pourrait reconsidérer, mais quand même, enfin, ça va rester pour toujours là, pour toujours... ça contribue à quelque chose qui va rester, et je trouve ça magique. Il y avait quoi aussi dans les traditions, les PC? Eh bien, juste tout bête, le jour où tu signes le A, on te donnait pour tes 1 an un petit pins, ou c'est un petit Mickey, ou c'est Steamboat Willie. C'est trop bien! Steamboat Willie, le premier dessin animé parlant, eh bien hop, tu l'as en petit pins, et moi je l'ai mis du coup sur mon béret. Et après, des gens, au bout de 5 ans, ils ont je sais plus quel trophée. Après, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Et du coup, plein de gens pourraient critiquer que c'est très corporate. Mais en fait, ça fait du bien à l'âme. C'est que ça te rappelle que t'es un minimum considéré, parce qu'il y a plein de fois où t'oublies que t'es considéré, tellement que c'est une industrie et tu peux être remplacé. Mais même si tu peux être remplacé, t'as quand même eu le droit à ce petit bonbon, tu vois, à ce petit trophée. Et goûte-le, puis voilà, apprécie, puis mets-le où tu veux, clac, sur ta petite cheville. Je sais pas, moi je trouve ça génial. J'aimerais bien qu'un jour Illum, quand Illum sera... Parce que Illumination est quand même un studio un peu plus jeune, donc je comprends qu'il n'y a pas ce genre de tradition, mais si le studio perdure, ça serait trop bien qu'ils arrivent à instaurer des petites choses comme ça. Ça fait vraiment la différence. Par exemple, le jour où je suis arrivée à Disney, c'est tout bête, mais c'est un grand hasard, mais je suis arrivée le jour où le court-métrage des 100 ans Disney était fini. Et ils nous l'ont montré. Oh bah évidemment, j'ai pleuré, parce que je suis un enfant. J'ai revu toute ma vie défiler juste à travers tous mes héros de mon enfance.
Et ils étaient pas obligés de nous le montrer. Ça aurait pu être resté en interne. Le nombre de courts-métrages à Illumination qui restent en interne, et c'est trop dommage, parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'on fait des films, il faut avancer, il faut bosser. Et ben là, Disney, et ben, même si on crunch pendant 3 mois, et ben avant, on prend le temps de te montrer un peu ce qui se passe dans ton studio. Et donc voilà, on a eu le court-métrage, c'était incroyable, ils ont mis toutes les chaises et tout, enfin, c'était trop bien quoi. On fait vraiment partie du groupe. Il y a, je disais aussi, ils ont fait venir plein de gens super intéressants. Et ben, les gens de Los Angeles, autant que les gens de Vancouver, on y avait le droit. Ils avaient fait un énorme écran où, en gros, on pouvait voir Los Angeles en face de nous. Mais les gens, un peu plus petits, mais quand même, on les voit très bien, quoi. Et eux, dans le temps, c'est pareil, ils pouvaient nous voir. Comme ça, il y avait un peu cette illusion que, oh, on est un petit peu ensemble. Bon, même si je pense qu'eux s'en foutaient de nous, mais nous, on était trop contents d'être avec eux. Et il y avait quoi aussi dans les traditions c'est pas vraiment des traditions, mais moi j'ai adoré rencontrer Don Hahn par exemple. Il était en face et il est à l'américaine, donc évidemment il y a vraiment cette tchatch et tout, blablabla. Mais tellement humain, et il nous racontait surtout des histoires de comment ils ont créé Tarzan et lui il était là pour trancher qu'il fallait mettre plus de temps pour les artistes, qui nous expliquait que depuis la nuit des temps en fait, quand tu fais des screenings, le premier est pas bon, le deuxième est un peu mieux, mais c'est qu'au partir du quatrième que voilà. Et le fait qu'il nous raconte qu'à la fin de Tarzan, c'est tout con, mais normalement ils savaient pas comment finir. Du coup ils ont dit c'est pas grave, mais une fin temporaire, le bateau avait explosé. Avec tous les maquettes. Mais je sais pas, mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui est un témoin de ce moment-là et nous raconte, c'était incroyable. Ça, et qu'ensuite à la fin, on s'est tous pris dans les bras et qu'il prend le temps de vraiment... ouais, des très bons papis qui racontent des trop bonnes histoires. Tout en nous donnant des leçons de vie. Et ça, c'est constant à Disney. Il y a vraiment ce côté où on sait que c'est dur. Du coup, il y a constamment les guides spirituels qui sont là pour nous rappeler de... Voilà, c'est pas grave. Ça va aller. Et non, c'était incroyable. On a eu tellement de conférences sur tellement de choses. Qui nous avaient expliqué comment faire des respirations dans la chanson, qui nous avait expliqué comment placer la langue et tout, quand on fait des vocalises. On a eu des grands chanteurs de Broadway qui sont venus. Je dis des grands je savais pas qui c'était. J'étais avec mon pote François, on s'est regardé. Pourquoi tout le monde s'active, tout le monde est à fond, tout le monde avait prévu son autographe. C'est qui? Et tout le monde était quoi? Tu connais pas? Moi j'ai oublié les noms donc je suis un peu nulle. Mais c'était trop bien parce que ces gens-là, ils se sont mis à chanter devant nous, ils nous ont expliqué toutes leurs techniques. Mais c'est fabuleux, mais c'est incroyable. Les acteurs qui sont censés venir nous... Enfin, on a rencontré la voix de Mona, elle est venue en vrai. Je me rappelle qu'une fois, Illumination nous a fait ce cadeau, on avait pu avoir Steve Carell en Zoom, et ça, c'était trop bien. Ça avait beau que des pixels, mais moi, j'étais trop contente, j'étais refaite, tu vois. Et là, le fait que, bah, du coup, la proximité de Los Angeles et Vancouver fait qu'on pouvait les voir en vrai, bah... Ça rend cohérent ton travail, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est pas facile, parce qu'on dirait juste que... Je sais pas, la pète, mais pas du tout, c'est juste que... C'est pas juste un travail, c'est une vraie passion. Et parfois, ça devient qu'un travail quand on est stressé et qu'on nous refait des retakes. Là, ça devient vraiment un travail et c'est dur. Et d'un coup, cette petite magie te rappelle que non, t'es une passionnée. Et ça rappelle la flamme, il faut maintenir cette flamme. Je trouve ça génial. Ça ne peut marcher qu'à Vancouver, je pense. En France, ce serait pas possible. Mais, il y avait un bar dans le studio. Il y avait un bar au dernier étage, là. Et il était designé comme si c'était un train, parce que ils ont raccordé l'histoire de Vancouver, parce qu'au Canada, le train, c'est une grande histoire. Enfin, l'histoire du Canada ne tient qu'avec un train, le Pacific Rail. Et on sait que Disney était fan des trains. Jusque dans le détail du décor, ils ont réussi à créer quelque chose qui te ramène à l'histoire de Disney. Ils sont trop forts pour créer la magie. Et quand tu rentres dans le bar, il y avait plein d'archives de Disney, des nanolmen, des caméras, j'ai oublié le multiplane, des dessins, c'est trop bien. Moi, c'était mon Hall of Fame. Oh, c'est trop bien. Et tu rentres dedans et c'est trop beau, c'est bien décoré. Et c'est là où j'en viens où ça ne peut marcher qu'au Canada. L'alcool était gratuite. Bon, évidemment, on n'avait pas le droit d'y aller dans la semaine, que le vendredi soir. Mais c'est trop bien. Et là encore, les gens se retrouvaient, tu vois. Bon, après, je dis que ça marche que là parce que les Canadiens ne boivent pas beaucoup. Du coup, personne n'est déjà parti en cacahuète. En France, je pense que ça part en coma idyllique. Mais ce qui était bien, par contre, Elim, c'est le village en face. Ça,
Ça réunifiait les foules. Ça, c'était incroyable. ça me manquait un petit peu ici, quand même. Ce côté très... on se prend un petit verre, on raconte nos vies. Parce qu'à Vancouver, il y a vraiment le côté... On se retrouve dans des bars et puis il y a trop de musique, on n'entend rien. Et puis du coup, personne ne se retrouve dans les bars. Mais bon, il y avait Lilybelle, donc le bar de Disney. Et pourquoi il s'appelait Lilybelle ? Parce que le surnom de la femme de Disney, c'était Lilybelle. Improbable aussi. Oui, quand je parlais des archives sur les murs, c'est incroyable. Disney Vancouver, ils ont mis plein d'archives sur les murs. Des grandes peintures, des décors. Ils essayaient dans les thèmes par film, à chaque coin de mur, il y a un endroit où c'était mon endroit préféré, mais c'était l'endroit de Lilo et Stitch. Il y avait les crayonnés, les premières esquisses de pré-prod qu'ils ont vraiment imprimées où ça ressemble au vrai, et c'est grand. Ils ont même repris les décors où c'est décalé, il y a encore des trous de blanc où on voit rien, et puis le décor comme ça qui passe sur le côté, et tu vois même les annotations du concept artiste. T'avais à côté les planches de Cara Design, d'autres planches où c'est l'aquarelle, le vrai décor. Il y avait un autre endroit, c'était à côté de la bibliothèque, où c'était tous les brouillons de Glenkin, où il écrit que toutes les caractérisations de Ariel, comment elle devrait bouger, etc., son personnage, et que tu voyais tous ses premières esquisses de comment elle pourrait bouger, Ariel. T'as un autre endroit où c'était toutes les passes de FX en 2D sur Fantasia, avec Mickey qui fait ses grands tours de magie, puis l'eau qui monte. Moi, je crois que j'ai trop glandé, j'ai passé trop de temps, je pense, devant les murs. Parce que c'était fantastique. Et quand tu montais au dernier étage, il y avait les premières grandes affiches de Blanche-Neige. C'était fou, c'était trop bien. Et il y avait aussi des grosses statues. Il y avait des grosses statues de Judy Hobbs, comme ça et tout. Juste l'entrée, le hall d'entrée quand tu rentres pour Disney, c'était trop beau. Et c'est là où vous voyez toutes les photos sur les réseaux, parce que c'est le seul endroit où on avait le droit de poster des photos à la base. Ça a un peu changé, je pense. Mais c'est trop bien. Ça participe toujours à l'aventure et à la magie, parce que du coup, t'as envie de montrer le studio à ta famille. Et ils l'autorisent, ça. Et du coup, même ta famille se sent embarqué dans la magie Disney. Il y avait plein de projections dans le studio où tu venais pour... Enfin, comme si t'avais même plus besoin de payer au cinéma. T'allais tout le temps au cinéma via Disney. Et tu pouvais ramener de temps en temps des plus one. Et c'est trop bien. Du coup, j'ai vu tellement de films, tous les films oscarisés, des films que j'aurais jamais vu de ma vie autrement. Là, t'as rebondi sur un... Tu me dis que tu voulais parler d'un projet que tu réalises. Je voulais pas forcément parler de ce projet, mais que... En train de devenir Walt Disney, là. Voilà, c'est juste que voilà, quand on vit des vagues pas faciles en ce moment, on sait tous que l'industrie en ce moment est un peu en bordel et que plein de gens sont légitimement en dépression ou déprimés. Voilà. Et que du coup, souvent, notre profession est un peu calquée sur qui on est, ce qui est faux. Parce que par exemple, là, pour moi, c'est fini l'aventure Disney, par exemple. Hein, voilà, j'ai été dans la vague économique aussi. Foup, allez hop, ciao. Mais heureusement, j'ai d'autres projets comme ce long métrage qui, pour moi, est plus mon vrai rêve en fait. Et du coup, je suis pas crash down. Je suis pas heureuse d'être partie de Disney, mais je me vois plus comme ah bah c'était super, j'ai kiffé mes 2 ans. Next. Ouais, et c'est un long projet qui est plus celui-là, s'il se fait pas, par contre là, c'est dur à digérer. Parce que ça, c'est plus c'est un trait de longue haleine. Ça fait 5 ans que je penche dessus avec une co-auteure qui est complètement farfelue. J'adore. Et ben voilà, et du coup, on a réussi à aller jusqu'à potentiellement réaliser un long métrage là. Trop bien. Voilà. Donc c'est cool. Donc continuez vos. Donc j'imagine que tu peux pas trop en dire. Enfin, c'est au tout début de développement. Donc mais tu as trouvé un producteur. Mais c'est ça qui est la folie, c'est qu'en fait, pour remettre un peu les choses en place, je suis un peu personne dans ce milieu-là. Je suis juste une petite artisan dans l'industrie. Et en fait, je me suis retrouvée à rencontrer une co-auteure qui est complètement folle, qui est incroyable, mais elle est implémentée dans le vrai système intelligentsia cinéma français. Sa profession numéro 1, c'est chef de casting à Paris. Donc forcément, elle connaît tout le monde. Et tout le système des festivals, elle connaît à fond. Et du coup, c'est quelqu'un qui a la tchatche et qui repère les gens, en fait. Et du coup, m'a repéré, je pense qu'elle a des peluches, là, vas-y, fric, pas mal. Bref, on s'est greffé au début, je pense, pour un point de vue économique. Et à la fin, on est devenu grand pote. Et finalement, on est parti dans ce délire de vas-y, on fait un long métrage. Elle avait tout fait pour me dire si t'inquiète, moi je suis la personne pour toi, machin truc.
Mais comme elle est pas dans le dessin animé, elle se rendait pas forcément compte de tous les trucs. Style, t'inquiète meuf et tout, on y en 3 mois, ça se finance comme ça, blablabla. Dans 3 ans t'es riche, meuf. Bien sûr. Bon, je suis pas riche. Comment te dire pas fait. Enfin bref. Et en tous les cas, au fur et à mesure, et ben, comme je suis partie sans me prendre au sérieux, et ben on a vraiment pondu un long métrage, enfin un prescript, et là je fais. Ah, what the fuck. Enfin, je l'ai pas fait de façon, c'est mon goal. Je pensais que peut-être ça se ferait. Ça s'est fait. Et elle est tellement folle et elle est. C'est pour ça que je devais aller à Annecy d'ailleurs avant de parler à Disney, c'est qu'on voulait tâter le terrain pour savoir comment pitcher l'année prochaine, tu vois. Elle est tellement folle, cette fille. Elle est tellement trop forte elle est toute seule à Annecy en étant. Mais je connais personne. Mais j'ai pas le choix. Du coup, elle s'est retrouvée toute seule dans le Little Animation. Elle connaît rien, elle connaît personne. Mais elle avait peur de personne, du coup. Elle s'est retrouvée à côté de gens, elle savait même pas qui c'était. Elle me demandait, c'est bien ça, Fortiche? Attends, t'as parlé à qui? Oh, je sais plus, Angus, enfin, me dit le nom et je cherche. Voilà, c'est un géant. Ok. Ouais, Micros, machin, c'est bien ça. Sophie. Enfin bref, et du coup, elle a réussi à trouver les producteurs comme ça. Bien. Sophie, quoi. Et bon, bref, il y a trop d'anecdotes sur Sophie, elle est incroyable. Donc, c'est une belle histoire qui commence, a priori. Qui commence, ouais. Ouais. Si ça fait 5 ans, pour plein de gens, c'est déjà long. Même pour moi, ça me paraît long. Mais en fait, sur une histoire de réal, c'est rien, c'est bibou. Ah ouais. C'est ça qui est dur, hein, mais c'est vrai. Et ça peut ne pas se faire en plus. C'est que là, c'est bien parti pour. Ouais, mais là, il faut pas y passer. Mais là, je suis en mode sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il se dit pas, je peux tomber, même si factuellement, il peut tomber et se casser. C'est non, je juste la victoire. Ça va se faire. Bah, c'est trop bien. J'espère que ça va se faire. J'ai aucun doute que ça va se faire vu ta motivation et ton talent. Donc, j'ai trop hâte de voir ça. De toute façon, tu nous diras, voilà, j'imagine quand ça se fera, tu auras besoin de gens. Donc, on passera des messages sur la chaîne et tout. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. Je pense que ça a motivé beaucoup de gens. On peut terminer sur un. C'est la question que je pose toujours à la fin, mais parce que je trouve que ton parcours est quand même très inspirant, hein, de comment t'es parti comme ça, de peut-être cette difficulté à t'exprimer pour justement t'exprimer de façon si claire que même aux États-Unis, en fait, ils arrivent à voir en toi quelque chose qui les fait te vouloir. Enfin, je trouve ça très beau, quoi. Et qu'est-ce que tu donnerais en fait comme conseil aux gens qui se lancent et qui apprennent à dessiner aussi? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour vraiment apprendre à dessiner, quoi? Déjà, pour apprendre à dessiner, est-ce que tu as réellement envie d'apprendre à dessiner? Parce qu'il y a plein de gens se miroitent, j'aimerais être un artiste. Et est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que ça fait partie de toi? Parce que ça sert à rien de s'auto-flageller si c'est pas fait pour toi, en fait. C'est pas grave. Et qu'est-ce que je dirais surtout de plus important? C'est ce que Patrick Delage m'avait dit en plus. C'était tout faire pour maintenir cette petite flamme de folie en nous, en fait. Parce que c'est souvent ce qui fait que les gens s'éteignent, en fait. Et c'est pas grave après si la flamme s'éteint. Puis je l'accepter. Et c'est vraiment pas grave. Je dirais ça, le plus important, c'est qu'il faut accepter les choses comme elles sont. Faut pas non plus se faire taper dessus et merci pour les coups de bâton. Non, c'est pas ça, c'est plus accepte que soit t'es passionné, mais vas-y à fond, tu vois. T'es passionné, mais voilà, j'ai fait un truc débile, genre j'ai fait un Trump l'autre jour, ça me sert à rien pour ma carrière. Ça m'a juste fait marrer, tu vois. Voilà. Et en même temps, quand j'ai fait ça, mais j'ai appris plein de trucs. Je me suis dit, mais je sais pas comment ça marchait les plis. Et du coup, je suis partie dans mon délire de, mais ça marche comment un pli? Et ça raconte une histoire aussi. C'est comment je fais en soi pour qu'on comprenne mon idée de merde derrière, tu vois. Et du coup, en fait, il faut continuer à explorer un peu comme quand je vous disais que j'étais petite, j'explorais tout et n'importe quoi. J'adore faire des courts-métrages qui servent à rien. Genre, juste t'as pas besoin de beaucoup. On a tous des iPhones, on a tous des Galaxy, enfin des téléphones. Tu filmes n'importe quoi. Si tu veux t'entraîner à faire une composition, mais t'es nul en dessin, déjà prends 3 bouteilles, 3 mugs, prends en photo et essaye de voir qu'est-ce qui marche. Et je pense que c'est ça, maintenir la flamme. Genre faire des courts-métrages avec tes potes, qu'on s'en fout des résultats, c'est pour toi. Mais pendant que tu fais ça, t'es actif. Tu continues. Quand j'ai fait Inktober, en fait, ce que j'ai le plus appris avec Inktober, c'est pas en soi de dessiner le truc, c'était comment une composition fait qu'on comprend ce que je veux véhiculer comme idée. Et ça, c'est ce qui me s'est remonté parce que je fais du storyboard et c'est la base. C'était oh là 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 là, mon Dieu, comment tu fais pour voilà. Donc continuer à toujours faire plein de choses différemment comme un enfant, genre mais c'est fascinant, c'est bleu au fond de la montagne, comment ça marche. Voilà, qui continue. Oui, c'était enfantin, c'était un émerveillement enfantin. C'est ça. Et encore une fois, c'est pas grave si t'as plus la flamme. C'est pas grave. T'as un autre moment dans ta vie, peut-être que t'as envie de faire autre chose en fait. Et embrace, c'est pas, il faut pas s'auto-flageller. Je pense que
Se remettre en question, c'est bien, mais s'autoflageller, c'est ce qu'il y a de pire. Et chez les artistes, c'est l'ennemi numéro 1. Ouais. On se déteste et du coup, on arrête. C'est dommage. Voilà. Bah, trop bien. Super conseil. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi en tout cas. Et puis toi, t'es l'exemple parfait quand on parle de ça. Hein. Je me rappelle Non, de toi, justement chez toi, où t'as fait un jour, j'ai un goal. Et là, t'avais fait toute ta map monde comme ça. Et Ouais. c'est une projection sur 10 ans. Je fais, comment il fait pour voir dans 10 ans? Moi, je vois pas dans 3 mois déjà. Tu vois. Et tu le fais. Donc, bravo Yann. Bah, merci. Bah, merci à toi. C'était super. Voilà, à plus. À la prochaine. Voilà, des petites images de Vancouver. Wouh, des beaux immeubles. Bon voilà, juste pour donner un petit update, on avait fait l'interview il y a 6 mois et donc voilà, maintenant je suis à Netflix. Et pour toucher 2 mots de Netflix, bah c'est super. Moi pour l'instant j'adore parce que c'est exactement pareil qu'un Disney. Il n'y a que des gens qui ont des parcours extraordinaires, des gens insolites. J'ai rencontré encore plein d'autres cultures. J'aurais jamais imaginé. La culture artistique, elle est pareille. L'amour pour le trait des chara-design et de chaque shape doit être parfaite, chaque pose et tout, c'est trop bien. On a la même vibe de on réécrit, qu'est-ce que vous en pensez en fonction des artistes et on réécrit, enfin c'est trop bien. Pour l'instant, moi je kiffe. Et en plus, j'ai plein de mes anciens amis de Disney avec moi, donc moi je suis très bien. Et il y a des gens qui viennent de Pixar, de DreamWorks, de LA. Enfin, perso, j'adore. Ça continue l'aventure. Ce n'est jamais fini. Allez, un petit mot pour la fin. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.